La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je vous propose de quitter Paris sans vraiment quitter Paris. Rendez-vous dans un cadre idyllique, bercé par le chant des oiseaux et la serre à agrumes de la Villa 9-3 à Montreuil pour y rencontrer Camille Saint-Bleu. Avoir les bases dans chaque discipline, de l'entrée au dessert. C'est la raison pour laquelle, en plus de sa formation en cuisine, Camille a suivi, il y a quelques années, une formation en pâtisserie. Aujourd'hui, il utilise donc son double savoir-faire et tire le meilleur de chaque discipline. Un joli travail des textures pâtissières qu'il applique en cuisine, l'instantané et le digeste cuisinier qu'il applique dans ses desserts, et le résultat, des papilles qui explosent à tous les plats. Au menu de cet épisode, ses alliances favorites avec le sarrasin, son ingrédient chouchou qui lui rappelle son enfance, comment cuisine et pâtisserie s'entremêlent pour créer de superbes alliances, ce qu'il préfère dans chacune de ces disciplines et comment il les utilise, et enfin son challenge quotidien, travailler un produit jusqu'à ce qu'il lui plaise. Bonne écoute! Bonjour Camille, Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, sous ce beau soleil. Non, ça va. C'est vrai, ça fait plaisir d'avoir du soleil. Ouais, c'est le retour. Pour commencer, je te propose de revenir sur ton parcours, mais au prisme des saveurs. Donc déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petit? Alors, mon dessert préféré, et puis ça le reste encore, c'est le millefeuille. Après, il y a le flan ou la tarte aux pommes de mes parents sur un petit feuilletage maison. Donc toujours des desserts très simples avec peu de goût, mais enfin peu de saveur, complexité, oui. mais ouais. Et est-ce que c'est des desserts du coup que t'aimes bien refaire et reproposer? Le millefeuille et le flan, oui. La tarte aux pommes. En famille. En famille, ouais, c'est ça, c'est inégalable et puis c'est pas présentable, mais. C'est quoi ton dessert parfait pour finir un repas du dimanche midi? J'avoue que moi j'aime bien finir sur les fruits, donc surtout si on a bien mangé après, mais du coup la tarte aux pommes. La même. Ouais, la même. Est-ce que tu as réussi, parce que tu vois, il y a plusieurs invités qui disent toujours que le dessert d'enfance, c'est le dessert, justement la tarte de ta mère ou ta grand-mère, et du coup, c'est impossible de la refaire exactement à l'identique. Est-ce que toi, tu as réussi à reproduire cette tarte avec les goûts similaires, etc. Non, pareil, c'est pas possible. C'est mon père qui faisait le feuilletage et souvent ma mère qui montait la tarte. Puis c'est vrai que c'est fait de manière... pas du tout de la manière scolaire, mais bon, c'est 50% de beurre, 50% de farine. Et puis elle est assez incroyable, elle caramélise. Enfin, c'est impossible de faire la même chose. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ton arrivée à la Villa 9-3? Non, pour le coup, c'est cette quête de l'iode que déjà j'aimais bien parce que c'est ma jeunesse, mais où j'ai vraiment tourné ma cuisine vers ça. Ce côté digeste que j'aime beaucoup dans le côté iodé en fait, mais du coup en dessert qui est plus difficile à travailler. Bien que ça se fait. Hein. Comment? Mon ancien chef, Michael Bartocchetti, le faisait déjà au Plaza et c'est là où j'ai voulu aller déjà travailler chez lui. C'est quand j'avais goûté son agrume avec kombu confit. Et puis là, sur le retour, 5 ans plus tard, après déjà avoir travaillé pour lui, je suis retourné, j'ai goûté son dessert à la feuille d'huître et au kéfir de brebis. Et là encore, je trouvais que ça fonctionnait bien. Donc ouais. Donc l'iode de A à Z. L'iode de A à Z, ouais. C'était quoi les saveurs de ta toute première création? Oula. Celle dont tu te souviens en premier.
C'était sans doute une avec du sarrasin. Ah non, c'était un dessert au concombre. Ah oui. Ouais, c'était à l'époque du Taïwan avec François Daubinet. Et puis, il m'avait laissé un peu m'exprimer. J'avais fait un stage en Australie, donc j'étais pas en Australie, en Angleterre, pardon, où j'étais déjà très fan du gin tonic concombre genièvre. Donc voilà, j'avais fait un dessert concombre genièvre. Et ça ressemblait à quoi visuellement? C'était le premier dessert assiette, donc bon, c'était un dessert assiette avec un petit montage. C'était assez simple. Mais... Et ta toute dernière création, elle avait quelle saveur? Alors là, on a fait un chocolat sarrasin, assez classique, ouais, mais un dessert aussi, ouais. Qu'est-ce que t'aimes dans le sarrasin? C'est mon goût d'enfance. Tous les dimanches soirs, c'était galette à la maison. Apparemment, je suis même né le soir d'une soirée galette, donc puis oui, en fait, on peut le travailler tellement de façons différentes et même son goût s'exprime de manière différente. Ça peut être très doucereux, presque côté châtaigne, et quand ça peut être côté vraiment grillé, presque café. Ouais. Donc, et puis ça apporte tout le temps un petit croquant, même nous, que ce soit en cuisine ou en pâtisserie. Pour le coup, c'est le fil conducteur, quoi. De l'amuse-bouche au dessert, on retrouve à chaque fois quelques petits grains. Et alors, sucré et salé confondus, c'est quoi tes alliances de saveurs préférées avec le sarrasin? Avec quoi est-ce que tu préfères le marier? Alors pour le coup, c'est plus dans le sucré ou avec le chocolat. Ouais. Après, avec la crème crue. Crème crue et la crème de marron, c'est très bon. Très bien. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie? Toi qui en plus du coup a le côté cuisine, qu'est-ce que... C'est indispensable dans un repas, au même titre que le service. Et voilà, ça doit être, c'est ce qui clôture. Et puis aujourd'hui, je trouve qu'il y a deux gros types de pâtisserie. Il y a la pâtisserie boutique et la pâtisserie restaurant, qui n'ont pas du tout la même direction. Vraiment la pâtisserie boutique, où aujourd'hui on a vraiment cette envie de réconfort, de gourmandise, et la pâtisserie de restaurant où on essaye de désucrer, de retomber sur beaucoup de fraîcheur, un côté très digeste. Donc voilà. Et du coup, t'as fait les deux, t'as suivi 2 formations, cuisine, pâtisserie. Ouais. Aujourd'hui, tu fais aussi les deux. Quand est-ce que, en fait, t'as fait ce choix déjà de, tu vois, prendre et la cuisine et la pâtisserie? Est-ce que t'as quand même une petite préférence pour l'un ou pour l'autre? Alors, j'avais toujours aimé la pâtisserie, mais bon, pour moi, c'était vraiment cuisine. Et lors de mon apprentissage chez Taïwan, en fait, à l'arrivée de François Daubinet, il n'avait pas encore son équipe, il y avait 1 ou 2 semaines de battement, et donc ils m'ont envoyé en pâtisserie, et donc là, un lien exceptionnel. Donc même dans le management, il m'a tout de suite poussé même à faire de la créa, qui est complètement différent de la mentalité cuisinier. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai eu envie d'aller découvrir cet univers aussi, et c'est donc lui qui m'a envoyé au Shangri-La, chez Michael Bartocchetti. Mais pareil, c'était des desserts très cuisinés. J'ai toujours aimé ce côté quand même dessert assiette. Et puis après, quand même, au bout d'1 an, ça m'a manqué la cuisine, donc j'y suis retourné. Ouais. Et est-ce que tu changes un peu ta façon de penser et de créer les plats et les desserts, justement, quand tu es plutôt côté pâtisserie ou côté cuisine? Ouais, ça influe beaucoup. En cuisine, justement, aller rechercher... là, par exemple, avec le lieu, on fait un praliné de graines de tournesol. Il y a plein de petits twists. C'est aussi pour ça que je voulais aussi faire de la pâtisserie. C'était pour avoir les bases dans tout... Ouais. Dans tous les milieux, même le travail du pain, le travail des viennoiseries, bon là on met pas encore, mais faire des pains d'accompagnement à chaque plat, faire des accords mets pains, c'est quelque chose qu'on prévoit. Puis de l'autre côté, en cuisine, en pâtisserie, il y a vraiment ce côté cuisinier qui permet d'apporter beaucoup un côté très digeste dans les desserts, de penser différemment, de cuisiner.
mais en gardant vraiment l'idée qu'on veut faire des desserts pâtissiers quand même. On veut plus Ouais. on veut que les gens aient ce côté plaisir et confort et soient pas juste avec un siphon et une glace comme beaucoup de cuisiniers qui disent vouloir faire les desserts font. Non, enfin, c'est vraiment un métier à part entière et qu'on veut identifier dans chacune des créations aussi. Mais du coup, que tu penses quand même avec un œil un peu cuisinier de enfin, travailler ton dessert un peu comme un plat, l'assaisonner, enfin, comme tu disais, les desserts un peu cuisinés tout à l'heure. Ouais. Ouais, bah c'est... Je me dis, c'est ce qui permet en fait je trouve de rendre un dessert plus digeste. Ouais. C'est plutôt que d'aller chercher le sucre, aller chercher peut-être juste une épice ou juste le sel en fait, hein, qui peut remplacer un bon pourcentage de sucre. Et puis, si il y a cette mentalité de vraiment travailler le produit pour le produit, de mettre en avant le produit, on essaye de sélectionner par exemple un chocolat et puis d'aller Ouais. vraiment concentrer son goût plutôt que de moins en moins que même que ce soit dans la cuisine où on essaye de sortir de ces associations un peu compliquées et d'être vraiment dans une simplicité, enfin, et plutôt une concentration des goûts et du produit choisi. Ça, pour toi, enfin, cette mentalité-là et cette façon de penser, est-ce que ça vient plus de la cuisine ou de la pâtisserie? Plutôt de la cuisine. Je veux pas critiquer les pâtissiers, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de respect pour eux, mais c'est vrai qu'il y a une mentalité plus dans la mentalité pâtissière où on est plus à la recherche de la technique souvent. Ouais. Et souvent on en oublie le goût, alors de moins en moins, et surtout dans les chefs qui font du dessert assiette principalement, il y a plus cette mentalité, mais c'est vrai que voilà, beaucoup de pâtissiers vont rechercher c'est ça, faire une forme incroyable en chocolat mais qui vient rien apporter au dessert. Ouais. Et est-ce que quand même, tout ton apprentissage en pâtisserie, ça t'a aussi permis de travailler tes plats d'une autre manière? Est-ce que ça t'a apporté, je sais pas, justement un œil un peu différent, une façon de penser en pâtisserie que tu t'avais pas vu en cuisine et que... Oui aussi, après c'est pas forcément réfléchi, mais ça devient instinctif. Ouais, c'est travailler le praliné, c'est travailler. En fait, ça permet d'avoir un éventail de techniques qui est plus grand en fait. Hein. Ouais. Et puis ouais, évidemment les gavottes, toutes ces tuiles qui sont super intéressantes aussi en salé. Et que tu utilises maintenant beaucoup plus depuis que t'as aussi... Pas qu'on dessucre, hein, qu'on essaie de Ouais. désucrer, mais c'est vrai que ouais, ça permet d'avoir beaucoup de textures différentes. Plus c'est sur le travail des textures que ça apportait beaucoup à la cuisine aussi, Ok. la pâtisserie. Et qu'est-ce que tu préfères dans chacune de ces disciplines? Bah, la cuisine, c'est clairement le côté instantané. Mm. Et c'est ce qui m'a manqué, et c'est pour ça que j'ai quitté la pâtisserie, c'est de prendre un produit, d'ouvrir le frigo, de prendre un produit et en 5 minutes faire quelque chose qui est bon quand tu as envie de manger, que tu t'assois. Ouais. La pâtisserie, c'est vraiment ce côté où il faut se perfectionner, qu'il y a aussi en cuisine, mais vraiment plus voilà, sur le détail, faire un feuilletage toujours plus beau. Il y a quand même un certain art en pâtisserie qui est beau. Est-ce que, comme avant tu travaillais donc dans d'autres restaurants, mais où tu étais plus à la partie dessert, enfin quand tu étais au Taïwan, etc., est-ce que là, d'être de la cuisine à la pâtisserie, ça te permet de créer tes desserts justement beaucoup plus dans la continuité du repas que quand tu es juste à la pâtisserie et que tu vas les goûter, tu vas voir ce que c'est, savoir les plats, etc. Mais être finalement un peu moins impliqué dans la création des plats aussi et des desserts. Ouais, bah, ça permet vraiment d'avoir une ligne directrice et puis de pas perdre le client. Donc c'est super intéressant. Après, bon, là aujourd'hui on n'a pas de pâtissier, mais c'est loin d'être quelque chose qu'on exclut, Ouais. et même avec un pâtissier qui a envie de s'exprimer, c'est parce que c'est vrai que pouvoir prendre de la hauteur aussi,
Euh, ça, ça permet d'aller plus loin et ça me permet surtout d'avoir un œil et de regarder ce qui sort en pâtisserie et de savoir ce Ouais. qui est possible, ce qui est pas possible, qu'est-ce que j'aime. Mais j'ai pas forcément envie de Oui. tout faire et tout. Mais c'est vrai que ouais, c'est indispensable, enfin, je trouve. Oui, non, mais bien sûr. Mais tu vois, tu disais que du coup, ça te permet quand même d'avoir une ligne directrice Ouais. beaucoup plus nette, enfin en tout cas beaucoup plus précisée. Ça passe par quoi? Tout à l'heure, tu disais que le sarrasin, du coup, on en retrouve un petit peu à tous les plats. Est-ce qu'il y a une autre manière de conserver cette ligne directrice? Là encore, c'est des produits qu'on travaille le moins possible, mais qu'on vient quand même, voilà, comme je disais, pâtisser légèrement, on vient rajouter juste un petit biscuit, mais voilà, par exemple, on a un dessert à la poire, crème crue et vin jaune. Il y a quelques petits goûts qui sont dans l'association. Elle vient changer un peu de la pâtisserie, mais voilà, dans l'idée, c'est la crème crue, la poire, la noix, et on essaie d'être dans une simplicité comme les plats qu'on va retrouver quand on a le lieu avec son praliné, on aime que le client il identifie ce qu'il mange et puis surtout il goûte chaque produit qu'on veut mettre dans l'assiette en fait. Et au niveau du goût, est-ce que tu travailles les produits et les goûts, finalement, de la même manière côté sucré ou côté salé? Dans le sens où, par exemple, une poire que tu aurais envie de travailler en salé, est-ce que tu vas la travailler pareil que quand tu la travailles là dans ton dessert sucré? Bah là on l'a rôti en l'occurrence, donc oui. Après, ce qui est marrant, c'est que je suis pas du tout sucré salé par contre. Donc Ah ouais? dans la cuisine, on va pas travailler avec fruits, ouais, j'aime bien avoir le sucré au dessert et le salé au plat. Donc, euh, donc non, il n'y a pas trop de... Ça s'empiète Pas de pas. légumes dans Ouais. les desserts et pas de fruits dans les plats. Non. Du coup, comment ça se passe quand tu commences à créer un dessert? Déjà, est-ce que ça vient euh, quand tu élabores ton menu? Est-ce que le dessert vient vraiment à la fin? Et toi aussi, quand tu le penses, ben, c'est le point final et du coup, il vient après avoir créé déjà les plats d'avant. Est-ce que pas du tout et des fois, tu as une idée de dessert? Enfin, comment est-ce que ça se passe? Je pense que on a 4 desserts. C'est plus... on essaye de se mettre à la place du client qui va choisir tel ou tel dessert. Par exemple, le dessert chocolat. Enfin, on veut faire un dessert chocolat. On veut pas faire... Donc là, voilà, on vient travailler le gruet, on vient travailler le cacao avec une ganache cuite en essayant de concentrer au maximum. On vient faire une petite mousse très peu sucrée. On veut justement avoir une concentration de chocolat, voilà, qu'on vient juste adoucir avec la crème glacée au sarrasin, et après si on fait un dessert aux fruits, ben on vient rechercher de la fraîcheur, ou alors en hiver justement du réconfort et les fruits rôtis, mais voilà, c'est vraiment, on essaie de se mettre plus dans la tête du client Ouais. ouais, De quel dessert t'aurais envie à la fin d'un repas, quoi? c'est ça. Et selon quelle personne t'es, parce que moi aujourd'hui je mange quasiment plus de dessert, je suis très glace. Pour finir un repas, je trouve que c'est super glacé sorbet, mais bon, on peut pas se permettre de servir que ça. Du coup, faut quand même faire un peu de dessert au chocolat. C'est ça. Quand est-ce que dans ta carrière, enfin dans ta vie, tu t'es pris ta plus grande claque de saveur, entre guillemets, c'est-à-dire le moment où tu as compris le plus de choses sur le travail des produits, sur la façon dont fonctionnent les goûts, entre guillemets, et que ce soit en sucré ou en salé, hein. Non, salé, ça a été chez Olivier Belin, en Bretagne. Je devais avoir 16 ou 18 ans, non 16 ans. Et c'était le cadeau d'anniversaire de mes parents, et c'est même ce qui m'a donné envie de faire ce métier. Enfin, ce qui m'a convaincu, j'étais déjà bien lancé dans ma tête, mais c'est vraiment cette dernière expérience qui m'a dit oui, c'est ça que je veux faire, et au plus haut niveau. Et puis en sucré, pour le coup, c'est Michael Bartocchetti 2 fois, quoi. Donc la première fois avec le citron kombu, et la deuxième fois, et là vraiment grosse claque, c'était le dessert au miel, où c'était déjà, j'aimais pas le miel, et en fait j'ai goûté le dessert, et
important de travailler le miel, le pollen et l'eucalyptus. Donc t'es pas du tout dans ta zone de confort et pourtant il y a une telle fraîcheur et une telle netteté des goûts en fait que j'ai claque. Parce que justement, tu t'es dit c'était quelque chose que j'aimais pas, que tu pensais pas aimer en mangeant le dessert C'est ça. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment si on cuisine de cette manière, c'est vraiment essayer de révéler la finesse des produits. Et beaucoup de clients nous le disent aujourd'hui, ils mangent des choses qu'ils n'aiment pas d'habitude, les légumes, mais parce que si c'est travaillé, si on arrive à faire ressortir justement toute la finesse, et plutôt que tout le monde aime tout, enfin si, normalement. Oui, le goût ça se travaille et en fait quand t'as l'impression de pas aimer un produit, c'est juste que tu l'as pas assez bien goûté. Ouais. Comment est-ce que du coup tu sélectionnes tes produits ? Tu vois, pour aller jusque là, est-ce que j'imagine dans tous les cas que ça passe par un produit de bonne qualité, mais en plus ça va aussi avec selon comment tu le marines, non ? Sur en tout cas chaque produit star de chaque plat ou chaque assiette, on essaye de travailler avec un producteur. Et puis après, celui qu'on préfère, enfin en termes de goût. Hein. Mais du coup, tu les goûtes tous, toi, les produits, avant de les travailler ? Pas tous les goûter, mais dans tout ce qu'on a goûté, si on goûte et qu'on dit ça c'est vraiment bon, il y aura sans doute des meilleurs, mais déjà c'est des produits qu'on... Non, mais par contre, tous les produits que après tu travailles, tu les as tous déjà goûtés bruts en amont. Ouais. Quelle est d'ailleurs la plus belle découverte que t'aies fait récemment ? Là, je pense à ça parce que je l'ai vu hier, mais c'est un ami avec qui j'ai travaillé au Georges V qui a lancé toute sa boîte, ça s'appelle My Fermentation. Tout sur justement... lui a travaillé chez Noma, il a travaillé dans beaucoup de maisons et il a fait son labo de fermentation. Donc il fait ses sauces soja, ses miso, des kombucha très bons aussi, mais du coup j'ai goûté ça hier et ça donne envie de les travailler. Donc voilà. Et ça t'a déjà donné des idées de comment les travailler ? Moi c'était hier donc c'est un peu récent, mais non mais oui, le soja, juste assaisonner un plat, mais que ce soit clairement un élément central du plat, quoi. Donc parce que c'est ça aussi qui est compliqué et qui est intéressant dans notre génération de cuisiniers ou pâtissiers, c'est qu'on a vu le monde entier, pas le monde entier, mais on était dans une mentalité où on découvrait les produits du monde entier plutôt, et que là aujourd'hui on est dans une mentalité où il faut retourner français, retourner local, mais sauf que du coup on doit supprimer beaucoup de produits, rien que les sojas, et donc voilà, avoir des gens qui le font en France, c'est... Et voilà, essayer de le mettre en avant, quoi. Après, pour le coup, il y a aussi pas mal de producteurs qui commencent à faire des produits, comme tu disais, un peu asiatiques ou quoi, directement sur place. Mais après, est-ce que toi, justement, quand tu as appris le métier de cuisinier, on utilisait déjà tous ces produits-là ? Ou est-ce qu'au contraire, tu as appris beaucoup plus une cuisine traditionnelle française, où en fait, pour le coup, la sauce soja n'est pas trop à l'honneur et il faut apprendre... Comment est-ce que tu peux l'intégrer en restant, entre guillemets, dans une cuisine Dans mon apprentissage taïwan, c'est sûr qu'on n'utilisait pas la sauce soja tous les jours. Et c'est pas pour ça que j'y allais, d'ailleurs, c'était vraiment pour apprendre les bases. Après, dans les autres maisons, au Shangri-La, au Georges V, et puis après, j'ai travaillé à l'étranger aussi, c'est bien plus courant de travailler les miso, les sojas. Et c'est ce qui quand même permet d'aller emmener parfois le plat dans une autre dimension. Donc, c'est quoi le dessert qui t'a le plus marqué ? Et pourquoi ? Je vais redire le même. Non, je pense que c'est le miel, le dessert au miel l'ancien dessert au miel du Shangri-La. C'est quoi l'ingrédient que t'adores travailler ? Celui que t'aimes travailler plus que les autres, un peu genre ton ingrédient chouchou, si tu devais en choisir qu'un. Bon, c'est un peu vaste, mais c'est tout ce qui est l'univers du lactique, quoi. La crème, le lait ribot, ou le lait simple. Est-ce que t'as une manière préférée de travailler ces produits-là ? Non, et c'est ça que j'adore justement, c'est que y a pas de limite, ça peut se réduire, se caraméliser, ça peut se prendre juste comme ça en assaisonnement. Nous on travaille le lait ribot avec le juste poivré du cochon, ça vient dans la crème glacée.
Ouais. Donc ouais, c'est vraiment ouais, un des condiments de notre cuisine dont tu pourrais pas te passer. Ouais. Et au contraire, est-ce qu'il y en a un qui te donne beaucoup plus de fil à retordre? Pas forcément que tu n'aimes pas au niveau du goût, mais qui est plus compliqué à appréhender. En fait, il y a plein de choses que j'aimais pas quand j'étais petit et j'avais du coup cette envie de l'aimer et donc je me suis forcé à tout manger et du moins à apprendre à l'apprécier et ça aujourd'hui, justement, même les ingrédients que j'avais du mal ou que j'aimais pas, bah, c'est ceux que je préfère cuisiner. Ah ouais, carrément. Ouais, donc non, il n'y a pas de choses que j'aime pas cuisiner. Parce que justement, quand tu l'aimes pas, tu te dis c'est que j'ai pas trouvé la manière de bien le travailler et donc tu vas le travailler beaucoup plus et trouver beaucoup plus facilement. Ouais. Mais par exemple, truc extrême, hein, mais le lièvre, alors, j'aime toujours pas pour le coup, mais on a fait un lièvre à la royale parce que la technique est belle et puis malgré tout, il y a moyen de l'adoucir et de le faire d'une façon qui est pas que je me dis que si moi j'aime, beaucoup de personnes pourront aimer parce que donc ouais, il y a aussi cette fascination de la difficulté, quoi, de la complexité. Oui, puis effectivement, si tu pars d'un produit que t'aimes pas trop et que t'arrives à un résultat qui même toi te satisfait, tu peux te dire que ça satisfera le plus grand nombre versus quand tu travailles un produit que t'aimes bien, est-ce que les gens vont bien aimer cette manière de travailler? Ouais. Enfin, tu vois, je sais que généralement c'est ça qui est un peu clivant avec les agrumes, notamment le citron. Et généralement les gens qui aiment le citron aiment le travailler de manière très acidulée. Et du coup, si t'aimes pas trop le citron, potentiellement ça va pas te réconforter, te réconcilier avec ça. Non, bah c'est sûr, c'est exactement ça. Donc non, pas d'ingrédients que t'aimes pas. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner, à moi qui suis pas pâtissière, qui aime bien quand même faire des desserts, etc., que tu trouves qu'on donne pas assez? Et peut-être un conseil que tu aurais aimé recevoir, alors que ce soit au début, en fait, quand tu as commencé à travailler la pâtisserie ou la cuisine, tu vois, ça peut peut-être être un conseil plus générique qui va pour les deux disciplines. Surtout en pâtisserie, je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur et de sacraliser l'importance de la balance et du gramme près. Il y a de ça, mais je pense qu'il y a déjà faire une très belle pâtisserie avec sans avoir des bases et sans avoir été formé dans une grande école, je pense qu'il faut décomplexer ça, et puis se lancer, quoi. C'est ce que j'allais te dire, parce que tout à l'heure, quand tu disais que la cuisine, tu pouvais vraiment partir d'un produit et en quelques instants le transformer, c'est vrai que dans la cuisine, tu as aussi moins ce truc de faut respecter des pesées, sinon ça fonctionnera pas, etc., qu'il y a beaucoup plus dans la pâtisserie. Oui, mais je trouve que c'est une idée reçue. Effectivement, il y a des recettes, mais c'est presque plus simple d'avoir des recettes que juste se lancer dans la cuisine et se dire allez, je vais essayer de faire quelque chose sans base non plus. Faut voir ça plus comme une aide et puis pas du tout avoir peur de se lancer. Ouais. Et de modifier les recettes, de changer. Ouais, je modifie pas. Toi, t'aimes pas du tout te restreindre à justement des pesées très précises. Après, c'est indispensable sur certains pour une pâte, mais avant de louper une pâte, faut y aller. et puis encore, je pense que c'est juste qu'elle risque d'être trop sucrée ou trop farineuse, mais ça va pas faire une catastrophe, Donc ce serait pour toi un peu un mythe, pas un mythe, mais en tout cas, on a trop sacralisé la pâtisserie, ça doit respecter des mesures précises. C'est ce que tous les gens disent. Non, c'est juste, faut pas avoir peur de se lancer. Quand on se lance, parce que oui, je vais pas dire que les recettes servent à rien. Loin de là. Non, mais bien sûr. Mais tu vois, c'est vrai que des fois, les conseils, c'est de justement bien respecter les pesées pour être sûr que ça fonctionne. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi ton œil cuisinier qui dit on peut s'en détacher. Écoute, maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, Nantes, d'où tu es originaire, si je me trompe pas. Ouais. En 3 saveurs, ça donne quoi? Gâteau nantais, le muscadet, les galettes quand même si...
Est-ce que tu pourrais imaginer créer un dessert ou un plat avec juste ces 3 ingrédients qui représenteraient Nantes? Faire un dessert muscadet sarrasin. Je pense que je ferais une autre. Je partirais sur d'autres saveurs, mais pourquoi pas. Ouais. Si tu devais plus utiliser que 2 ingrédients pour tout le reste de tes créations, ce seraient lesquels? La crème, moi je vais te dire, je vais englober les fruits de mer. Sans d'ailleurs les cuisiner forcément ensemble, mais ouais. C'est quoi ton péché mignon? Les langoustines ou les crevettes grises. Comme ça, nature. Nature, ouais. C'est quoi l'ingrédient que tu as le plus hâte de retravailler avec là la saisonnalité? Justement, on arrive au printemps, il va y avoir l'été, enfin, pas des nouveaux ingrédients, mais des ingrédients qui vont revenir sur le devant de la scène. Là, c'est cette saison là que j'aime bien l'asperge. Parce que après, je suis plus culture bretonne, donc c'est clair que la tomate, c'est pas. Enfin, les fruits d'été, c'est pas forcément ma culture. Mais ouais, l'asperge, pour le coup, beaucoup. Ouais. Et associé avec quoi? Nous, on l'a fait avec de la crème. Forcément. Ouais, on l'a fait en croûte de caséine, donc bon, on travaille un peu la crème, mais ouais. Juste sur le barbecue. Est-ce qu'il y aurait un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien faire une création à 4 mains qui aurait des saveurs un peu inattendues? Et justement, peut-être, tu vois, une création sur tout le repas, et il y aurait un pâtissier ou une pâtissière qui viendrait faire le dessert. Il y en a trop. Bah, j'ai trop d'amis pâtissiers, donc non, je peux pas en dire un. Mais non, il y en a beaucoup, ouais. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses faire? Ouais. Bon, vu que ça fait que 10 mois qu'on est là et qu'on commence à mettre tout en place, c'était un peu short là, mais je pense que c'est quelque chose qui va se faire. Ouais. Hâte de voir ça. Maintenant, j'ai 5 dernières questions. Plutôt épices ou herbes aromatiques? Herbe aromatique. Laquelle en particulier? Le laurier. Ah ouais? Ouais. Donc, plus dans le salé, mais ouais, le laurier. Même le thym, enfin, ces herbes très, très simples, mais. Pour aromatiser quoi? De tout ce qui est fruits de mer, poulet rôti, tout. Enfin, c'est un peu en excès. Plutôt saveur d'été ou saveur de printemps? Printemps. Agrumes ou chocolat? Agrumes. Baba ou Saint-Honoré? Baba. Et enfin, tarte vanille ou tarte aux fraises? Compliqué. Peut-être tarte vanille avec des fraises. C'est vrai, c'est faisable. Ça se marie ensemble. Écoute Camille, merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Je demande à tous mes invités un petit défi à me lancer et à lancer à tous les auditeurs ou auditrices qui voudraient le refaire en lien avec l'épisode. Alors soit un dessert à créer, un ingrédient à tester, enfin n'importe quoi. Je te laisse nous lancer un défi. Allez, un dessert au sarrasin du coup. Un dessert au sarrasin? Ouais. Avec ce qu'on veut. Poire, chocolat, n'importe. Avec ce que vous voulez, ouais. Merci pour ce défi. Et encore merci du coup de m'avoir reçu. Est-ce que je te laisse le mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, que tu trouves important de souligner? N'hésitez pas à venir profiter de la terrasse cet été. C'est vrai. Puis de goûter du coup un peu de sarrasin en dessert, s'il y en a encore. C'est vrai, puis en plus le lieu est magnifique et on a vraiment l'impression, c'est ce que je t'ai dit au début, mais vraiment je trouve qu'on a l'impression de sortir de Paris. Il y a toute la nature partout, c'est tout au calme, c'est vraiment très très beau. Ouais, ça commence à être assez incroyable. Là on va faire toutes les plantations d'herbes justement d'ici 2-3 semaines, donc là dans 2 mois ça va être fleuri, plein d'herbes. C'est toi qui l'as choisi? Ouais, alors on travaille en partenariat avec une pépiniériste bretonne. Et donc l'année dernière, on avait déjà 50 variétés de plantes et fleurs comestibles. Et puis là, je pense qu'on va encore augmenter parce qu'on a mis une serre, en plus que notre serre à agrumes. Donc ouais, ça commence à prendre vraiment forme. Puis on va avoir nos ruches aussi. Donc, Ah oui? Ouais, pour faire un dessert au miel, en espérant un miel maison. Ouais. Et d'accord. Et du coup, et après dans le jardin, c'est surtout des herbes et des fleurs comestibles. Enfin, il y a des agrumes, mais est-ce que, de toute façon, j'imagine qu'il n'y a pas non plus trop la place de mettre plein de légumes. Ouais, c'est ça. Je pense qu'à la rigueur, on choisira un légume et qu'on mettra en avant, mais ça sert. Ouais, sinon, ça sert à rien. Ou alors, là maintenant, on a une formule qui nous permet plus de faire des plats chaque jour, donc pourquoi pas faire pendant 3 jours un plat. Ouais. Mais
on peut pas faire une vraie production quand même. C'est vrai. Bah écoutez, donc venez goûter les desserts, plats, tout avec les petites herbes du jardin. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, même si je sais que je vais un peu me répéter par rapport aux épisodes précédents, ce serait avec grand plaisir si vous pouviez aller mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast et Spotify, parce que ça m'aide beaucoup à donner de la visibilité à Papille. Et puis je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Mathilde Amotte pour parler mochi. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!